Le glyphosate, t'étais où? Le glyphosate, j'étais où? J'étais dans ma chambre, je pense. J'étais dans ma chambre à l'Assemblée nationale. Alors, sur le glyphosate, je n'étais pas sur les bancs des Insoumis quand a été voté l'amendement, il me semble 220 ou quelque chose comme ça, mais enfin bon, sur le glyphosate. Maintenant, moi, j'ai siégé sur ce texte de loi sur l'agriculture du mardi, ça doit être de 9h30 du matin jusqu'à 1h30 du matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir, je suis allé fêter la fête des mères à ma mère, à Amiens. Le lundi, je me suis mis en repos et j'y suis retourné le mardi. Donc voilà, tu vois, la question pour moi, elle n'est pas celle-là. Elle est comment ça se fait qu'on organise les débats de cette manière-là? Comment ça se fait qu'on organise les débats de 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin et week-end compris? Comment ça se fait que le président de régie fait deux choses? Il décide de nous faire siéger le week-end constamment, comme la loi Asile et Immigration, qui a été votée un dimanche soir. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'on vote des textes aussi importants que ceux-là un dimanche soir? Ou en plein mois d'août. Voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, tu vois? C'est fait à dessein? Évidemment. Oui. C'est une grave accusation. Mais non, mais attends, j'accuse de régie, j'ai aucun problème à accuser de régie. Pourquoi? Parce qu'il y a un cordon ombilical qui n'est pas tranché entre l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, le Parlement est une chambre d'enregistrement des désirs du président, avec François de Rugy comme surveillant. Tu vois? Et donc, c'est le complice quotidien des désirs du gouvernement. Évidemment qu'il, sur un projet de loi comme l'agriculture, il doit bloquer 2 semaines pour qu'on ait le temps d'étudier ça du lundi au vendredi, comme des gens normaux, dans la journée, que, tu vois, et qu'on n'aille pas siéger. Ça s'est terminé à 3h du matin dans la nuit mardi à mercredi. Et là, j'y étais, tu vois. Et à la fin, normalement, il devait y avoir des prises de position, des positions de vote des députés sur le texte. Et la présidente a décidé de zapper les positions de vote des députés pour pouvoir terminer à l'heure. Moi qui ai pris la parole, on m'a accusé de produire du mal-être chez les salariés de l'Assemblée nationale. Bon, j'ai discuté avec les salariés de l'Assemblée nationale pour leur dire, est-ce que vous considérez que je fais votre malheur? Mais bon, ils m'ont regardé en disant, non, c'est pas ça le problème, quoi. Mais par contre, ça fait 11 jours qu'on est là. Ça fait 11 jours qu'on est là du matin au soir, qu'on a des conditions de travail qui sont extrêmement dures. Ils sont payés combien? Oui, tu sais, et je dirais pareil pour un certain nombre d'autres professions. On peut revoir les payes des gens, et tu sais que j'ai revu la mienne, d'accord? Mais le fait d'être bien payé, ça n'empêche pas que... Très bien payé, ces ouais, gens-là. mais ça n'empêche pas que tu dois être traité correctement. Tu peux revoir les payes, mais c'est pas une raison pour mener les gens au burn-out, c'est pas une raison pour mener les gens à l'épuisement, c'est pas une raison pour traiter les gens comme de la merde. C'est pas parce que les gens sont bien payés qu'ils doivent être maltraités, tu vois. Et évidemment, c'est pas parce que les gens sont mal payés qu'ils doivent être maltraités non plus, parce que le système, il maltraite tout le monde, tu vois, il fait pas trop de distinction entre les deux. Mais donc voilà, donc là, la question c'est... aujourd'hui, c'est couper le cordon ombilical entre l'exécutif et le législatif. Et or, on a un président de l'Assemblée nationale qui fait tout au contraire pour que l'Assemblée nationale ne soit pas un lieu vivant. Évidemment, il arrive, il est 1h moins 10. Je n'y suis pas avant, tu vois, j'ai pas nié que je n'étais pas là avant, j'ai pris mon lundi, c'est scandaleux. Tes copains de la France Insoumise, ils faisaient quoi? Mais, tu sais, on nous demande d'être en mission, on nous demande d'être en commission, tu vois, on nous demande, on est 17, on nous demande d'être partout, on nous demande d'être en circonscription aussi, donc voilà. En plus, tu vois, il peut y avoir une lassitude qui Ça a été s'installe. fait exprès pour laisser le glyphosate. Mais oui, c'est évident que quand François de Rugy voit arriver le truc sur le glyphosate et qu'il est 1h du matin, normalement on lève la séance à 1h du matin. Est-ce que l'Assemblée nationale est sous l'emprise de lobby? Moins que l'Élysée. Mais oui, de toute façon, c'est même pas des lobbies à l'Élysée. C'est leur pantin. Tu vois? Et tu regardes le parcours d'Emmanuel Macron. On va voir une loi sur les fake news. C'est une vraie rigolade. Tu veux réguler ce qui se passe dans les médias? Et ce que tu fais, c'est une loi sur les fake news. Bon, il lui est venu ce caprice, donc en plus, il faut voir comment ça marche, tu vois. Il ne veut pas faire un projet de loi, parce que s'il fait un projet de loi, il faut faire une étude d'impact. S'il fait une étude d'impact, ça repousse le projet de 4 ou 6 mois, donc ça ne sera pas valable pour les élections européennes. Et il veut que ça soit fait pour lui, pour les élections européennes. Donc il trouve un député qui, tiens, a l'idée concomitante, en même temps que le président de la République, d'une loi sur les fake news. Tu vois, il trouve un pantin pour lui porter son projet, un ventriloque, c'est un numéro de ventriloquie. Donc voilà comment ça se passe. Mais je veux dire, tu veux réguler les médias en France et le seul truc que tu trouves à faire, c'est les fake news. Je veux dire, regardons les relations d'Emmanuel Macron et de Lagardère. Bah oui,
Regarde ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Lagardère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est chez Rothschild. Quand il est chez Rothschild, il s'occupe du groupe de presse d'Arnaud Lagardère. Il revend un certain nombre de magazines. Il fait gagner du pognon à Lagardère, tu vois. Ensuite, il passe à l'Élysée. Déjà, il était arrivé, c'est déjà du pantouflage dans un sens, il repart pantoufler dans l'autre sens, il devient conseiller économique de François Hollande. Qu'est-ce qu'il fait là? Il gère les affaires de Lagardère sur le côté Airbus, tu vois, sorti à Lagardère de Airbus. C'est un truc qui va rapporter un paquet de pognon colossal à Lagardère, tu vois. Son client d'avant, il le sert à l'intérieur de l'Élysée. Normalement, ça devrait péter à la tête de tout le monde. Et c'est ce mec-là qui nous a fait une loi sur la moralisation de la vie publique, tu vois. Donc, non, mais attends, c'est incroyable. Bon, et donc, troisième point, il est candidat à la présidentielle. Regarde la presse Lagardère. Regarde le nombre de unes du JDD. Regarde comment il a été servi. Bon, bah, c'est tout. Et si tu veux faire une loi sur l'information, tu l'as fait, mais tu t'attaques au problème. Regarde, il y a une, je ne l'ai pas amené, c'est dommage, mais enfin, il y a une du Parisien sur Bompard, le PDG de Carrefour. L'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu vois, au moment où Bompard annonce 2400 licenciements chez Carrefour, moi j'ai des tas de petits magasins chez moi qui ferment, tu vois. À la fois des gens qui n'auront plus de quoi s'acheter de la bouffe dans leur Carrefour City machin à côté de chez eux, et en même temps des salariés qui sont virés. Tu as des tas de caissières qui vont être virées. À ce moment-là, le titre du Parisien, c'est l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu te rends compte? Pourquoi? C'est beau. Et pourquoi? Parce que Bompard, Carrefour, actionnaire principal, Bernard Arnault. Le Parisien, actionnaire principal, Bernard Arnault. Donc, tu as en fait Bernard Arnault qui fait la pub de son propre magasin à la une de son journal. Mais nulle part, il n'est inscrit dans le Parisien, ce serait le minimum d'honnêteté. Attention, notre actionnaire, notre propriétaire, c'est l'actionnaire dominant de chez Carrefour. Tu vois? Nulle part, c'est inscrit. Bon, Bernard Arnault, au passage, ami et soutien d'Emmanuel Macron. Mais si tu prends la liste Sanofi, tu vois, donc le grand laboratoire pharmaceutique, qui quand même a produit avec la dépakine des dizaines de milliers vraisemblablement d'enfants autistes. Tu regardes qui supprime des usines qui n'ont jamais servi. Une usine qui n'a jamais servi à Montpellier. Sur les fake news, te perds pas. Ouais. Ah non, mais alors là, sur la fake news, d'accord, mais là, j'étais parti sur... Le lien au départ, c'était sur l'Élysée comme lieu. En fait, c'est même pas les lobbies. Tu sais, les lobbies, c'est un terme qu'il faudra ne plus employer. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais Sanofi... scandale de la dépakine, destruction d'une usine et de milliers d'emplois, mais destruction de la recherche. Ça veut dire que là, on n'est pas seulement sur un problème social, on est sur un problème sanitaire. Prise de contrôle par les actionnaires, politique de cash à fond. Donc destruction d'un outil sanitaire par le pressage des actionnaires. Bon, on pose la question là-dessus à Édouard Philippe dans l'hémicycle. Il nous répond « On ne peut pas critiquer une grande entreprise française ». Castaner avait été quelques jours plus tôt sur le site de Sanofi. On ne peut pas critiquer une grande entreprise qui réussit. Et de la même manière, Édouard Philippe était allé voir Weinberg, le PDG de Sanofi, sur l'un de ses sites. Et c'était quelque chose qui avait été fait discrètement, qui était fait à la demande du Cercle de l'Industrie. Je ne sais pas si tu connais le Cercle de l'Industrie. Donc un truc fondé par Strauss-Kahn, mais qui était un vrai nid à lobby, quoi. Et donc, on n'en tient informé ni les syndicats, ni les Français, ni les salariés, ni les médias. Personne n'est au courant de la visite d'Édouard Philippe, tu vois. Et qui a été le seul invité à un moment, Emmanuel Macron, tu sais, lors du passage de relais avec François Hollande en mai, font la foule. On voit ça sur BFM. Ils font la foule et il va voir qui? Il va voir Serge Weinberg. Qui est Serge Weinberg? C'est l'homme qui lui a permis, qu'il a rencontré dans le truc Attali, la commission Attali, et qui lui a permis de rentrer chez Rothschild. Tu vois? Et donc, putain, mais il est entouré par ça. Et donc, évidemment, il est impossible de critiquer Sanofi. Aujourd'hui, le fait que Sanofi paye pour le scandale de la dépakine,
C'est impensable pour le gouvernement français. Le gouvernement risque de préférer payer plutôt que de faire payer Sanofi. Et c'est pas pour les bienfaits de l'industrie française, c'est pour les bienfaits de cette oligarchie. Tu sais, je te disais, lobby, c'est un terme qui convient pas. C'est un truc dont j'avais discuté avec Geoffrey Goens, qui est un universitaire belge qui travaille beaucoup sur l'Europe. Je lui parlais des lobbies à Bruxelles. Bon, on peut raconter plein d'anecdotes là-dessus. Mais il me dit non, c'est vraiment une mauvaise manière de voir les choses, parce que ça suppose qu'il y ait deux choses séparées. Qu'il y ait d'un côté les parlementaires et la Commission européenne, et qu'il y ait de l'autre côté les lobbies qui font pression sur eux. Mais c'est pas ça comme ça qu'il faut regarder. C'est même pas des lobbies. Les intérêts du grand capital, de l'oligarchie, ils sont représentés directement par la Commission européenne. Ce sont des marionnettes. Macron, je prétends même pas, c'est une erreur, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, c'est une facilité de langage de dire que les lobbies font pression sur Macron. Ils font même pas pression. Il en est pénétré. Il est pénétré du fait que faire le bien des plus riches dans le pays, c'est faire le bien du pays. Il voit la société française à travers cette classe qui est la sienne, celle qu'il rencontre tous les jours, ses visiteurs du soir. Il est baigné là-dedans. Tu vois, je me baladais dans ma circonscription au moment où il a décidé de faire l'exit tax. Je rencontrais une association de demandeurs d'emploi qui aidait à faire de la mobilité, qui va être supprimée. Un étudiant qui ne pourra pas poursuivre ses études, et ainsi de suite. Et paf, à ce moment-là où je fais ces rencontres-là, il fait l'exit tax. Près d'1 milliard d'euros, 800 à 900 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que les gens qui rencontrent quotidiennement, c'est des gens qui sont confrontés à cette grave difficulté de devoir payer cette taxe. Mais ce n'est pas les gens que j'ai rencontrés dans mon coin, les demandeurs d'emploi. Le jour où il ira les rencontrer, eux, ça fera des images, ça fera des photos et puis tout ça, mais ça n'arrivera qu'une fois.